Cher Pierre Laurent, cher président, chers collègues et chers amis, chers professeurs et chers étudiants. C'est un grand honneur pour moi d'être avec vous ce matin en ma qualité de vice-président de la Commission des lois et ancien président de la Commission des lois du Sénat. De vous souhaiter la bienvenue au nom de Gérard Larcher, qui est le président du Sénat, au nom du Sénat tout entier, et de vous dire notre amitié pour la Pologne. J'ai eu l'occasion d'éditer récemment le discours qu'avait fait Victor Hugo. C'est son premier discours à la Chambre des Pairs, qui fut l'ancêtre du Sénat, pour la Pologne. Malheureusement, il n'a pas su rassembler autour de son discours qui était prophétique. Alors, nous avons beaucoup d'amitié pour la Pologne. Moi, j'étais aussi dans ma vie maire de la ville d'Orléans, où il y a une brillante université avec de brillants professeurs et des étudiants remarquables. Et nous avons créé un jumelage entre Orléans et Cracovie. Ce jumelage, nous y tenons beaucoup, car il permet des échanges culturels, universitaires, des échanges aussi entre les associations de nos cités qui sont très bénéfiques. Alors, je vais vous dire quelques mots. Tu me diras quand il faudra que ça s'arrête, mon cher Pierre. Mais on a envie que ça dure toujours. Non, ça ne peut pas durer toujours, car il y a un programme. Et puis moi, je suis ici, je suis aussi dans d'autres instances, dans le Sénat, qui fonctionne même aujourd'hui. Vous pouvez assister au projet de loi de finances initial. Vous pouvez assister ce matin, cet après-midi, ce soir, cette nuit, demain matin, demain après-midi, si vous réussissez à arriver, toutefois, demain soir, demain dans la nuit. Dimanche, peut-être, ça sera interrompu. C'est quelque chose d'étrange, d'ailleurs, que l'Assemblée nationale, j'ai été 10 ans à l'Assemblée nationale, je suis depuis 16 ans au Sénat, que l'on siège toujours dans des endroits qui sont des hémicycles où il n'y a pas de fenêtre. Il y a une sorte de lumière un peu jaune, ça fait un peu aquarium. Et alors, ce qui est intéressant, c'est pas du tout d'être dans une tribune et de regarder, parce que souvent quand il y a des visiteurs, ils viennent pendant 20 minutes, une demi-heure, c'est pas bien. Il faut suivre un débat dans son entier. Un peu comme quand vous regardez le tennis, vous savez, les gens, c'est très rigolo, ils sont comme ça, tout le temps. Et il faut se mettre dans l'atmosphère. Et au bout d'un moment, vous êtes là, et il y a un vrai intérêt, une vraie passion pour la loi en train de s'écrire. Vous connaissez ce qu'on appelle l'incoatif dans la linguistique. C'est ce qui est en train de se faire. Alors, je vais dire quelques mots sur la réforme de 2008 de la Constitution, puisque Pierre a beaucoup parlé de ce qui a précédé. La réforme de 2008, à mon avis, a été positive. Même s'il y a des défauts, par exemple, mon grand ami et grand professeur et grand politique, pour qui j'ai donc un grand respect, qui est Robert Badinter, n'avait jamais voulu voter cette réforme en raison du fait qu'elle instaurait dans la Constitution le principe de précaution sans aucunement l'encadrer. Et comme il n'était pas prévu qu'il y eût une loi organique pour encadrer ce principe de précaution, il pensait que c'était sujet à toutes les dérives et que naturellement, comme c'est le cas dans ce genre de circonstances, le législateur allait démissionner, et le constituant aussi d'ailleurs, devant le pouvoir judiciaire, qui allait bâtir toute une jurisprudence sur le principe de précaution. Parce que le fait que chaque citoyen puisse invoquer à tout moment le principe de précaution peut aboutir à une sorte d'immobilisme, de conservatisme épouvantable. Vous comprenez, un monsieur qui a inventé des vaccins
Pasteur, et qui a dit qu'il fallait inoculer la rage pour s'en défaire. On aurait dit que c'était, mais vraiment, totalement contraire au principe de précaution. S'il n'y a pas un peu de risque dans la société, elle n'avance pas. Alors la question, naturellement, est de savoir comment prendre cela en charge sur le plan juridique. Mais il y a des aspects très positifs dans cette réforme constitutionnelle de 2008. Et je vais en citer 3. Et puis après, dans une seconde partie, je vous parlerai des projets de réforme de Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron. Et on verra ce qu'on peut en penser, étant entendu que ma parole sera forcément subjective. Donc, 2008, 3 points importants. Premièrement, cette décision qui ne paye pas de mine, la plupart des Français ne s'en sont pas rendus compte, en vertu de laquelle, en séance publique, on travaille, on part du texte de la commission. Alors qu'avant 2008, quel que fût le travail de la commission, quels que fussent les amendements adoptés par la commission, on partait toujours du texte du gouvernement. Ça a beaucoup d'importance. Parce que quand une commission, d'abord les commissions sont forcément homothétiques par rapport à l'hémicycle. Tous les partis, tous les groupes politiques sont représentés dans la même proportion. Si une commission, par exemple la commission des lois, décide d'amendements, et donc elle élabore une nouvelle version du texte, alors si le ministre veut revenir à son texte initial, il faut qu'il présente un amendement pour supprimer ce qu'a dit la commission et pour réintroduire son texte initial. C'est plus compliqué à faire, surtout que le ministre va le faire devant une assemblée qui aura plutôt tendance à défendre la commission, où il y a la même majorité que dans l'Assemblée. Donc tout cela pour vous dire qu'il y a là un grand changement. C'est un changement qui a induit le fait que les commissions théoriquement soient publiques. Il y a des questions matérielles et puis il y a tellement de réunions de commission que les journalistes ne peuvent pas suivre. Mais les commissions sont théoriquement publiques car on y élabore la loi dès le stade de la commission. Et ce qui a une autre conséquence, c'est que les ministres peuvent siéger en commission. Ce qui est banal à l'Assemblée nationale, ce qui se pratique au Sénat, sauf à la commission des lois, où nous avons fait comprendre à tous les ministres qu'il était bien qu'ils ne viennent pas, ou qu'ils ne vinssent pas. Voilà. Pourquoi ? Parce que quand vous travaillez en commission, c'est bien quand vous êtes là entre parlementaires. Si vous avez le ministre ou la ministre sur le dos qui est là, qui vous dit, qui défend, c'est plus pareil. Ça va avoir lieu dans l'hémicycle. Mais nous aimons la souveraine liberté qui est la nôtre quand nous élaborons notre texte en commission. Si bien qu'à ce jour, j'ai instauré ça quand j'étais président de la commission des lois, aucun ministre n'est venu. Enfin, ils sont venus, on les reçoit bien sûr, mais on les reçoit dans des auditions préalables. Mais aucun ministre n'est venu pour défendre sa position sur chaque article, etc. Bon. Mais c'est positif, parce que ça renforce le pouvoir du Parlement. Vous savez bien que c'est un des gros problèmes de notre République. Il n'y a de réforme de la Constitution utile que si elle rétablit l'équilibre entre l'exécutif et le législatif. Notre système est trop déséquilibré. Vous savez, on parle beaucoup du Parlement quand l'exécutif s'y exprime, par exemple dans les questions d'actualité. Et c'est difficile d'ailleurs, c'est un vrai problème. Je ne sais pas comment ça se passe en Pologne, mais de médiatiser le débat parlementaire. Il fut un temps où il n'y avait pas autant de médias, sauf la presse écrite,
et où il y avait un poids énorme du débat parlementaire. Aujourd'hui, un ministre préfère aller parler à la télé, dans un débat télévisé, plutôt qu'au Parlement, parce qu'il y aura plus d'écho. Et le long travail d'écriture de la loi, il peut intéresser les gens, parce qu'il y a des chaînes parlementaires qui le restituent, parce que sur le site du Sénat, là, vous pouvez maintenant, ce matin, écouter sur la chaîne du Sénat le projet de loi de finances. Vous pouvez écouter même cette nuit, la nuit prochaine. Vous aurez tout en direct. Hein, mais le nombre de gens qui écoutent est assez limité. C'est la première innovation. Deuxième innovation, l'ordre du jour. Alors, c'est bien, il y a une limite. Vous savez qu'au début, à l'Assemblée nationale et au Sénat, l'ordre du jour était constitué essentiellement des projets de loi présentés par le gouvernement. Et puis, peu à peu, les choses ont changé, mais très peu. On a eu d'abord une demi-journée, puis une journée par mois pour étudier les propositions de loi. Vous savez la différence entre les projets de loi et les propositions de loi. Les projets de loi viennent du gouvernement. Les propositions de loi sont faites par un parlementaire ou plusieurs. D'ailleurs, c'est tout à fait étrange. Vous savez, quand je reçois des groupes ici, je fais visiter le Sénat, j'adore. Quand je serai plus sénateur, je pourrais faire guide. Et alors, je me rends compte d'une chose qui est tout à fait étrange, c'est que vous receviez des élèves, des écoles, des collèges, des lycées, bien sûr pas vous, parce que vous êtes des étudiants en droit. Vous recevez le Rotary Club, le Lions Club, les personnes âgées, des élus, beaucoup de gens. La plupart des gens ne savent pas du tout comment on fait une loi. Ils ne connaissent pas la Constitution en vérité. Ils ne savent pas. Ils disent, par exemple, les gens, ils me disent écoutez, c'est voté, j'ai entendu à la télévision. Et vous avez entendu mercredi soir que le Conseil des ministres avait adopté un projet de loi. Mais les gens croient que c'est adopté. Alors je dis non, il faut que ça passe devant le Sénat, l'Assemblée, le Sénat, l'Assemblée. Ah. Et les propositions de loi, c'est très important. Parce que, d'après la Constitution, il y a deux sources à l'acte législatif. Il y a les projets de loi qui viennent du gouvernement, les propositions de loi qui viennent du Parlement. Donc, alors après bien des épisodes, il a été indiqué dans cette réforme constitutionnelle de 2008, et c'était révolutionnaire, que le temps parlementaire était coupé en deux. 15 jours pour les projets de loi, 15 jours pour l'initiative parlementaire. Mais les 15 jours pour l'initiative parlementaire étaient coupés en deux. 8 jours, une semaine pour les propositions de loi, donc pour l'initiative parlementaire, et une semaine pour le contrôle. Puisque notre rôle, il est double, il est de voter la loi et il est de contrôler l'exécutif et d'évaluer les politiques publiques. Vous pensez bien que j'ai regardé ça. Hein, je vous dirai pourquoi. Et au bout puisque 2008, on est 10 ans après, je considère que ce système a un très bon côté, c'est qu'il y a plus de place pour les propositions de loi, mais il doit être réformé car la semaine de contrôle est très inefficace. Parce qu'on la charge de débats sur tout sujet. Tout le monde peut demander un débat sur tout sujet, enfin, chaque groupe a un droit de tirage, mais ce sont des débats académiques, donc j'ai rien contre. Mais ils ne sont pas sanctionnés par un vote. Pour moi, le contrôle parlementaire s'effectue par les questions d'actualité, questions orales, questions écrites, par l'interpellation des ministres, des préfets, sur tout sujet, qui sont obligés de répondre, et par les commissions d'information et par surtout les commissions d'enquête parlementaire. Et puisque tu as fait allusion à une commission qui a siégé beaucoup dans cette salle, je dirais que mais il y a des grandes commissions d'enquête parlementaire. Il y en a une sur cette affaire dite Benalla, mais il y en a une autre, par exemple, sur le Outreau.
sur beaucoup de sujets, sur l'écotaxe, sur beaucoup de sujets, sur comment Lactalis, les commissions d'enquête parlementaire sont très pertinentes parce que tout le monde doit venir devant la commission d'enquête, sauf le président de la République. Toute personne doit prêter serment et toute personne doit dire toute la vérité, rien que la vérité. Et ça veut dire que quand vous avez fait, comme nous avons fait récemment, 29 auditions, vous avez 50 heures d'audition sous serment où on dit toute la vérité. Et voilà. Et on voit que la vérité est quelque chose parfois d'un peu complexe. Pierre, je n'en dirai pas plus. Mais je suis un ardent partisan de supprimer cette semaine pour dire soit il y a 15 jours de projet de loi, 15 jours de proposition de loi, soit 2 tiers de projet de loi et 1 tiers de proposition de loi, pour avoir plus de temps pour les propositions de loi, donc pour l'initiative parlementaire. Le troisième apport essentiel, à mon avis, de la réforme de 2008, ça a été la question prioritaire de constitutionnalité, la QPC. Parce que, jusque-là, 60 parlementaires pouvaient déférer devant le Conseil constitutionnel un projet de loi avant qu'il soit promulgué. Donc ça restait un projet. Maintenant, tout citoyen peut faire valoir auprès du Conseil constitutionnel la constitutionnalité de toute loi sans aucune exception, y compris des lois qui ont été votées il y a 100 ans, il y a 50 ans, il y a 30 ans. Il n'y a pas de limite. Alors, la seule limite, c'est un système que je crois assez sage. Je m'en suis entretenu avec M. Fabius lundi dernier, qui est que vous saisissez... Alors, on ne peut saisir le Conseil constitutionnel que lors d'un contentieux, d'un procès, qui peut être un procès devant un tribunal, tout tribunal, ou un tribunal administratif. Bon, si le tribunal, donc les juges, considèrent que c'est pertinent, et vous dites, moi je demande l'arrêt de cette procédure parce que monsieur le juge, madame le juge, on va me juger en vertu d'un texte qui est inconstitutionnel. Donc je réguse cette loi. Très bien. Le tribunal va saisir en matière administrative le Conseil d'État et pour les matières judiciaires, la Cour de cassation. Et le Conseil d'État et la Cour de cassation vont être un filtre. En vérité, par rapport à l'ensemble des requêtes qui leur sont soumises, ils en retiennent un quart, à peu près. Et ils transmettent ça au Conseil constitutionnel qui organise un débat public, tout le monde peut assister avec des avocats, et qui après délibère. Alors c'est très intéressant. En même temps, je vais prendre un seul exemple, parce que si je me mettais dans les exemples, on sera encore là demain matin. Je vais prendre un exemple qui est une commune du Loir-et-Cher, qui s'appelle Salbris. Très, très sympathique commune. Et alors là, vous savez que ça a trait à l'intercommunalité. Il y a dans la loi, vous avez donc une intercommunalité, c'est une communauté de communes en l'espèce. Il y a aussi des communautés d'agglomération et des métropoles et des communautés urbaines. Bien. Il y a 2 moyens pour constituer le conseil d'une communauté de communes qui va comprendre plusieurs communes d'un même secteur ou d'une même agglomération. C'est soit une règle de 3, si on prend la population, et puis voilà, on attribue les sièges en fonction du quotient, quoi, de ce que chaque commune peut représenter. Soit il y a un accord entre les communes et entre les maires. Et dans 90%, c'est un accord entre les maires. Simplement, là, ils ont fait un accord qui était un peu bizarre, un peu contestable. C'est-à-dire qu'en général, quand on est la ville-centre, on essaie de faire plaisir aux petites communes. Parce que si la ville-centre, elle prend la moitié des sièges ou plus de la moitié des sièges, autant dire aux autres communes qui comptent pour du beurre, pour rien.
Vous comprenez? Donc, ils ont donné tellement de sièges aux communes périphériques que la commune du centre, Salbris, s'est trouvée un peu défavorisée. Donc, il y a un citoyen qui a saisi, qui a dit c'est anormal, je saisis le tribunal administratif, qui a dit voilà, cette loi qui permet aux élus de se mettre d'accord, elle n'est pas conforme au principe d'égalité. Et le Conseil constitutionnel a donné raison. Et il a aboli l'article de loi qui permet aux communes de décider librement, ce qui était le cas dans 90% des situations. Alors, grand émoi, et tous nos chers amis élus se tournent vers quoi? Vers le Sénat. Et alors, ils se tournent vers Jacqueline Gouraud, qui était alors sénatrice, vers Alain Richard et moi-même, et nous faisons vite fait une nouvelle proposition de loi. L'ennui, c'est que nous nous disons, si nous voulons ne pas retomber sur les fourches codines du Conseil constitutionnel, il faut respecter ce qu'il a dit. Or, qu'a-t-il dit? Eh bien, le Conseil constitutionnel a dit que pour que le principe d'égalité soit respecté, il ne fallait pas un écart de plus ou moins que 20%. C'est-à-dire qu'en gros, il peut y avoir entre 80% et 120%, vous voyez? Mais si vous êtes au-dessus, ça ne marche pas. C'est plus constitutionnel. C'est plus conforme à l'égalité. Si vous êtes 119%, c'est dans l'égalité. Si vous êtes 121%, non. Bon. Pourquoi a-t-il décidé ça? Personne ne le sait. Personne ne le saura jamais. C'est parfaitement arbitraire. Mais cela pour vous montrer que le Conseil constitutionnel, d'une certaine façon, fait la loi en vertu de décisions qu'il prend. Point. Et on en reparlera tout à l'heure. Donc tout ça pour vous dire que c'est une grande chose, les questions constitutionnelles, prioritaires de constitutionnalité. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a fait des bouquins maintenant pour montrer tout l'apport. Et néanmoins, ça peut présenter, la pratique du Conseil constitutionnel peut présenter des limites dans la mesure où il considère que des décisions par lui prises sont constitutionnelles ou ne sont pas constitutionnelles en vertu de son propre pouvoir auquel personne ne peut jamais s'opposer. Alors maintenant, quelques mots pour finir sur les projets de M. Emmanuel Macron, qui a dit on va faire une nouvelle réforme constitutionnelle. Alors, cette réforme constitutionnelle, il l'a élaborée et écrite sous la forme de 3 textes. Un projet de loi constitutionnelle, un projet de loi ordinaire et un projet de loi organique. Alors, si je vous explique, eh bien, je vais vous dire ce que je pense. Je pense d'abord que dans le projet de loi constitutionnelle, il y a de bonnes choses. Et il y a en particulier 3 points sur lesquels tout le monde est d'accord, ou presque, où on peut arriver à un accord assez facile. Quels sont ces 3 points? C'est premièrement la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Car il existe la Cour européenne des droits de l'homme, dont je pense vous suivez les travaux ardemment, et qui condamne le gouvernement français plusieurs fois par an, au motif que nous avons un parquet qui, selon cette Cour européenne des droits de l'homme, n'est pas indépendant. Enfin, je résume. C'est-à-dire qu'il existe toujours ce dispositif en vertu duquel le pouvoir exécutif nomme, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, les juges du parquet. Les juges du siège étant nommés directement par le Conseil supérieur de la magistrature. Bon. Alors certes, les 3 ou 4 derniers gardes des Sceaux ont toujours suivi les positions du Conseil supérieur de la magistrature. Cela dit, il y a eu un épisode récent où le pouvoir exécutif a fait savoir qu'il ne proposait pas, a priori, au Conseil supérieur de la magistrature, telle ou telle personne, mais qu'il en proposait d'autres. Actuellement, il y a là un problème, un vrai problème. Parce que si le pouvoir exécutif censure a priori
telle candidature, on va considérer que c'est parce qu'elle ne lui plaît pas politiquement. C'est pourquoi j'ai fait un article avec mon ami Patrick Caner dans le journal Le Monde pour soutenir la thèse en vertu de laquelle les magistrats du parquet devaient être nommés en toute indépendance par le Conseil supérieur de la magistrature, point, sans que le pouvoir exécutif n'intervienne aucunement. Ce qui est soutenu par beaucoup de magistrats, d'avocats, de beaucoup de personnes. Mais naturellement, ça ne plaît pas au gouvernement. Mais moi, je crois qu'à partir du moment où, de facto, ils suivent ce que dit le Conseil, puis alors on nous dit, voilà, il faut qu'il puisse y avoir une politique pénale. Il faut une politique pénale. Il est légitime qu'il y ait une politique pénale. Mais tout parquetier loyal, même s'il n'a pas été désigné sur avis ou proposition ou par le pouvoir exécutif, est capable de mettre en œuvre la politique, loyalement la politique pénale décidée par le Parlement et par le gouvernement. Bon. Donc, alors, il y a d'autres questions sur la procédure disciplinaire, etc., pour aligner les magistrats du parquet sur ceux du siège, mais pratiquement sur ce point-là, il y a un accord. Enfin, il y a un accord sur un certain nombre de mesures nécessaires et suffisantes pour échapper aux griefs de la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, et pour que le parquet, formellement et factuellement, soit indépendant. Premier point. Deuxième point, il y a la Cour de justice de la République. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est un système, j'ai assisté, j'ai participé au procès de Madame Lagarde comme suppléant. Vous êtes là, vous avez, je ne sais plus combien, 8 ou 9 députés, autant de sénateurs, autant de suppléants qui sont là. Et on a un président qui est un juge judiciaire et on a le procureur général de la Cour de cassation qui sont là. Mais en gros, c'est une justice politique. C'est une justice qui est faite de... Oh oui, ça va. Une justice qui est faite de politique. D'accord ? Et très franchement, je suis pour supprimer cela. Et nous sommes nombreux à être pour supprimer cela, parce que ça induit une sorte de corporatisme des politiques qui sont jugés par des politiques. Alors, vous savez, c'est un éternel problème. Hein. Il existe des juridictions spécialisées. Mais enfin, moi je crois qu'il est sage, qu'il est sain, que les politiques, les ministres qui ont failli, qui ont commis des manquements, soient jugés par les tribunaux comme l'ensemble des citoyens français. Alors bien sûr, il faut à cet égard un filtre, mais on peut tout à fait mettre une commission de magistrats pour éviter ce que j'appellerais le harcèlement judiciaire. C'est-à-dire que si un ministre, naturellement, est l'objet de centaines de requêtes pour des tas de sujets divers et variés, c'est pas sérieux. Donc, il faut une protection, bien sûr, contre le harcèlement. Mais l'idée, c'est quand même de mettre fin à cette juridiction spécialisée pour les politiques. Et là-dessus, je crois qu'il y a un large accord. Puis il y a un troisième point sur lequel je serai bref, sur lequel il y a un très large accord, c'est pour que les anciens présidents de la République ne siègent plus au Conseil constitutionnel. Alors vous savez pourquoi ils siègent ? Parce que quand on a fait la réforme de Michel Debré, 58, il y avait deux anciens présidents de la République, M. Coty et M. Vincent Auriol. Au Sénat, il y a une salle René Coty. Et il n'était pas prévu de retraite des présidents de la République. Donc ils ne touchaient rien. Ce qui était quand même pénible. Alors, on a une idée, on va les mettre dans le Conseil constitutionnel, comme ça ils percevront la rémunération. Alors, le problème, c'est qu'on ne comprend pas très bien l'utilité de faire durer cette disposition, d'autant plus que le nombre de présidents anciens et vivants va naturellement a tendance à augmenter, si bien qu'il pourrait à la longue être majoritaire. Et puis alors il y a le problème que certains ont décidé de ne pas venir, comme François Hollande, comme Nicolas Sarkozy, je crois qu'il est peut-être venu, parce qu'il y a un autre problème, c'est qu'ils doivent se déporter.
C'est-à-dire que si le Conseil est amené à traiter de sujets dont ils ont été à l'initiative en tant que président de la République, ils ne peuvent pas être jugés partis. Donc c'est compliqué. Alors il y a un large accord pour supprimer cette faculté, sauf pour le seul qui siège et par rapport auquel on ne veut pas manquer d'élégance, qui est M. Valéry Giscard d'Estaing. Mais cette situation, même si je lui souhaite longue vie, ne sera forcément pas éternelle. Et alors, donc sur ces 3 points, il y a un accord. Donc moi, puisqu'on est là, on n'est pas entre nous, tout ce qui se dit dans cette salle, vous savez, s'entend, qu'il y a des services de renseignement, qu'il y a des gens qui, même si votre portable est fermé, on entend ce que vous dites, etc. Je passe un message à Emmanuel Macron, par votre intermédiaire, et devant vous. C'est que dans le fond, il nous présentait un projet de loi constitutionnelle dans lequel il y aurait ces 3 points-là. Ce serait adopté par le Sénat, par l'Assemblée. Et ce serait à son honneur, à son bénéfice. Et ce serait bien. Malheureusement, il va ajouter d'autres choses. Alors il nous dit, on n'a qu'à voter la loi constitutionnelle, puis après on votera les autres lois. Et vous pensez bien que nous, au Sénat, on n'est pas nés de la dernière pluie. Et on a lu, comme vous, une tragédie de Corneille qui s'appelle Horace. Vous connaissez, les Horaces et les Curiaces. Les uns font bloc et yagne, les autres se répartissent tout le long du chemin, ils se font tous plumer. Donc nous, on veut un accord global ou pas d'accord. Et il y a 2 ou 3 autres sujets qui fâchent, mais je vais les dire très brièvement pour finir. Premièrement, il y a la volonté de réduire la procédure, et notamment le droit d'amendement, et notamment l'intervention du Sénat à divers stades de la procédure, et notamment après la commission mixte paritaire. Alors on est complètement contre. Et je vais vous dire que je dénonce ici devant vous une dérive que je n'aime pas, qui a commencé sous Hollande, et qui continue, et qui embellit. C'est que depuis que le président de la République actuel est président, il n'y a pas un seul texte, pas un seul, qui a été présenté devant le Parlement sans qu'eût été invoquée la procédure accélérée, qui s'appelait avant procédure d'urgence. C'est-à-dire que ce qui est la procédure normale, c'est que vous avez, mettons un texte arrive, il peut arriver il arrive au Sénat, bon, lecture au Sénat, il part à l'Assemblée, il revient au Sénat, on travaille sur le texte de l'Assemblée, il repart à l'Assemblée. 2 lectures dans chaque chambre. Puis on réunit 7 sénateurs, 7 députés, commission mixte paritaire, puis on revote. Maintenant, on fait l'économie d'une lecture dans chaque chambre. Et alors que c'est une procédure dérogatoire, elle devient la règle. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller plus vite. Toujours plus vite. Ben, c'est de la bêtise. Parce que là, on fait une loi sur la justice. Vous comprenez que, voilà le cas. Bon, on fait une loi sur la justice. C'est passé au Sénat. Bon. L'Assemblée a rétabli le texte de la ministre. Mais la ministre annonce hier, et je suis dans l'actualité, avant-hier, qu'elle va ajouter un amendement pour que l'on réforme l'ordonnance de 45 par ordonnance sur les mineurs. Vous vous rendez compte ? Le droit, la justice des mineurs, nous, on refuse absolument que ce soit une ordonnance. Même si en 45, c'était différent. Eh bien, de cela, on n'aura pas l'occasion de parler avant la commission mixte paritaire. Donc c'est impossible. Vous comprenez, j'ai fait ici dans cette salle un colloque, il existe, vous pouvez trouver le texte intégral sur le site du Sénat, qui s'appelle l'écriture de la loi. Et pour que la loi soit bien écrite, il faut peaufiner, il faut du temps. Il faut passer, repasser devant le Parlement, devant les différentes assemblées. Donc je suis contre toutes ces procédures qui veulent aller plus vite et qui veulent nous empêcher de faire notre travail. Le temps de la loi n'est pas le temps de l'accélération médiatique. Voilà, c'est clair. Alors enfin, il y a l'idée qui est tout à fait saugrenue, qui est de dire, mais enfin, cette histoire où vous avez un temps réparti entre le pouvoir exécutif, enfin les projets de loi et les propositions de loi, on va remettre ça en cause. Et le gouvernement pourra à tout moment utiliser le temps des propositions de loi pour mettre ces textes en priorité.
Alors je dis non, 3 fois non et 100 fois non, parce que dans ce cas-là, eh bien, on revient à un pouvoir exécutif tout-puissant, alors que le sens d'une réforme constitutionnelle devrait être de rééquilibrer les pouvoirs. Dernier point. Il y a une autre volonté à laquelle tient beaucoup Monsieur le Président de la République, qui est de diminuer le nombre de parlementaires. Alors il y a aussi la question qu'on ne puisse pas faire plus de 3 mandats. Bon, moi ça me paraît raisonnable. Bon, en suivant. Mais la question, alors d'autres sont tout à fait contre. Bon, pour cause. Mais le fait qu'on doive réduire le nombre de parlementaires, ça me paraît poser beaucoup de problèmes. Et je ne suis pas sûr que c'est ce qui va rapprocher les citoyens de la politique, parce que dans ce cas-là, on aura beaucoup de départements où il y aura un député et un sénateur. Et ça va être très compliqué, parce que dans ce cas-là, on perd le lien, quoi. Il y a d'immenses, énormes circonscriptions. Voilà. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, mais il y tient absolument. Donc, problème. Et puis, je vais vous dire, pour finir tout à fait une chose, c'est que vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure sur le plus ou moins 20%. Mais si vous baissez drastiquement le nombre de députés et de sénateurs, et que vous dites ce qu'a dit le président de la République, il faut au moins qu'il y ait un sénateur par département. Alors, il y a un gros problème, c'est que dans ce cas-là, déjà, on n'est plus, bien sûr, dans le principe d'égalité, puisque vous avez un sénateur et un député à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Et naturellement, ce n'est pas du tout la même densité de population que dans la Seine-Saint-Denis. OK ? Mais vous allez accroître considérablement les inégalités. Et vous allez alors complètement exploser le plus ou moins 20%. Donc voilà, c'est quelques considérations personnelles pour vous dire que par rapport à la réforme constitutionnelle, on peut faire de bonnes choses. Dans un esprit de consensus, on peut aussi, et ce ne serait pas la première fois dans l'histoire, se priver de faire ces bonnes choses parce qu'on tiendrait à d'autres choses qui ne sont pas nécessaires. Bon, merci d'avoir écouté tout cela. Merci. Donc je passe immédiatement à la